par certains observateurs. Oui, que j'appelle moi hybride. Donc c'est une majorité qui en réalité ne l'est pas. Donc voilà pourquoi, dans ma réflexion, je pense que le mode de scrutin nous devons adopter un mode de scrutin qui peut nous permettre, nous en tant que Congolais, d'avoir une majorité et une opposition pour pouvoir faire avancer les choses en République démocratique du Congo. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? C'est ce qui arrive aujourd'hui. Vous avez les fédéralistes, les libéralistes. À ce moment-là, ceux qui pensent l'alternance, une autre politique, une autre vision, risquent de ne jamais arriver aux affaires. Parce que c'est un kizobazoba, comme on dit à Lingala. On prend et les fédéralistes, et les libéralistes, et les socialistes, et les lumumbistes, et les kabylistes. On le met tous ensemble. C'est un fourre-tout, comme je l'ai dit dans mon livre, qui fait qu'on gère tout simplement parce qu'on veut être ministre, on veut être dans la majorité, qu'on y va. Et non parce que quand vous prenez aujourd'hui le PPRD et l'UDPS, normalement, ils devaient gérer ensemble. Parce que, pourquoi? Mais eux, les Palous, et l'UDPS, et le PPRD, nous sommes tous des socialistes. C'est cette tendance-là. Contrairement socialistes au MLC. De nom ou de pratique? Non, dans l'idéologie, dans tout. Contrairement au MLC, qui déclare haut et fort qu'ils sont des libéraux. Donc voilà. Donc on devait avoir ces deux tendances-là pour que certains se disent, on a essayé les socialistes, ils n'ont pas bien fonctionné, maintenant essayons les autres. Mais il n'y a pas d'alternance, puisque au sein de chez nous, vous trouverez les moboutistes, vous trouverez tout le monde. Donc on est tous ensemble et chaque fois qu'un chef de l'État sera élu, il peut récomposer sa majorité. Et vous l'avez constaté tantôt, ceux qui étaient contre en 2006, du coup sont devenus pour et sont rentrés dans la majorité présidentielle. Si l'UDPS arrive aux affaires, ça ne sera pas l'alternance? Non, parce que idéologiquement parlant, ça peut être l'alternance par rapport à la personne qui gère. C'est-à-dire, on ne regarde pas les hommes. Voilà la différence. Ici, en République démocratique du Congo, la guerre qu'il y a, c'est la guerre des hommes. Je n'aime pas Kabila parce que je suis de l'IDPS et que le président Tshisekedi, par exemple, ne l'aime pas. Je n'aime pas Kabila parce que je suis du MLC et que Kabila Bemba ne passe pas. Je pense qu'au début, on pouvait construire cet axe-là, puisqu'on avait Jean-Pierre Bemba d'un côté avec le MLC, Joseph Kabila de l'autre côté avec le PPRD, qui, eux deux, prônaient des idéologies totalement différentes. C'était une bonne chose. Mais il fallait maintenir cet aspect des choses pour que ceux qui pensent comme des socialistes soient dans un bloc, comme nous le voyons en France, comme aux États-Unis, avec des accords électoraux, et les autres autrement. En ce moment-là, le Congo sera bien géré dans le sens où, lorsque c'est la gauche qui est au pouvoir, on sait que tous ceux-là sont de la gauche, et nous gérons. Et lorsque la population en aura marre, en voyant qu'on a mal géré, il peut maintenant se retourner contre les autres et les donner. Mais ici, c'est les personnes qui sont visées. Ce n'est même pas l'idéologie, ce n'est même pas par rapport au programme. La plupart de nos citoyens ne regardent même pas les programmes. Ils regardent la personne. Moi, c'est cette personne que je veux. Eh bien, ils passent. Donc, il faut qu'il y ait une culture démocratique que nous devons faire. C'est ça le travail même, le rôle du parti politique. Si je comprends bien, votre analyse comparative a comme sous-bassement les pratiques quotidiennes chez les acteurs politiques et non les dispositions constitutionnelles. Qu'en dites-vous? Oui, mais lorsqu'on fait une analyse de régime politique, ben, on ne fait pas une analyse exégétique des dispositions constitutionnelles. Non, ce n'est pas ça. On prend les comportements des hommes politiques et on les confronte au texte pour voir si réellement c'est ça. Vous savez, vous pouvez être dans un pays, on l'a vu ici en République démocratique du Congo, où certains vous disent nous sommes dans un régime parlementaire. Mais dans le fonctionnement, c'est un individu qui décide, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre, en lieu et à la place des autres. Et aussi, vous pouvez voir que dans le fonctionnement, c'est peut-être l'armée qui dirige réellement, qui a le vrai pouvoir dans ces pays. On l'a connu ici en République démocratique du Congo. C'est que la République démocratique du Congo a tout consommé. Et vraiment, ceux qui étudient l'histoire politique de la République démocratique du Congo sont tellement riches dans ça. Et on fera très attention, puisque ce n'est pas le texte seul, ce n'est même pas le texte qui détermine pour dire nous sommes dans tel régime, c'est lorsqu'on analyse le comportement même des hommes politiques. En ce moment-là, on s'est dit nous sommes dans tel ou tel autre régime. Et on regarde aussi le mœurs. On tient compte aussi du niveau de la culture politique de la population, et c'est ce que le professeur Diallo écrit. Donc, c'est-à-dire, là-dessus, lorsque la population aussi est inculte, excusez-moi un peu le terme, ben, la population amène et pousse même ses dirigeants à devenir des dictateurs parce qu'eux-mêmes pensent qu'il faut mieux avoir un dictateur à la tête de ce pays. Combien de fois les gens n'ont pas dit « Ah, mais Kabila doit décider pour ça, Kabila... » Non, Kabila il ne fait pas partie. Lui n'est pas juge. Il faut laisser la compétence aux juges de pouvoir faire. Il faut laisser la compétence aux législateurs de pouvoir faire. Mais qui donne l'impulsion?
Oui, il est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Mais lui n'est pas toutes les institutions. Voilà pourquoi il faut que, ou bien il devient dictateur, quelqu'un parle, et bien il arrête, ou il fait arrêter, ou il fait ce qu'il veut. On a connu ça aussi. Mais Comède Mortel estime que, parce que c'est lui qui nomme le président, le procureur général de la République, c'est lui qui nomme le premier président de la Cour suprême, eh bien, ces gens-là, ils ne peuvent pas prendre une décision, ils ne peuvent pas poursuivre tel ou tel sans avoir sa bénédiction. Ça, c'est dans la conception du Comède Mortel. Auquel vous avez fait allusion tout à l'heure. Vous avez parlé d'un peuple inculte, ce n'est pas une injure, un peuple qui n'a pas été préparé par les politiques justement à la maturité dans la gestion de la chose publique, et même l'accompagnement de la chose publique. Oui, voilà l'importance de la culture politique que nous devons doter. C'est voilà le devoir Est-ce que c'est pas ce qui se passe? Est-ce que le Comède Mortel n'a-t-il pas raison? Non, justement, voilà les devoirs constitutionnels donnés aux partis politiques. C'est lui d'aller aussi former, éduquer la population. Nous devons arriver à dire à nos populations, et tous les intellectuels peuvent avoir ça comme devoir, quel doit être leur comportement. Et c'est seulement comme ça que ça peut avancer. Lorsque vous vivez dans un pays, comme la République démocratique du Congo, vous ouvrez la télévision. Ah, maman Olive, talelanga likambo babengani nga nandako. Ah, président Kabila, en ce moment-là, nous voulons quoi? C'est-à-dire, nous vivons dans un pays où même pour un conflit parcellaire, on veut que le chef de l'État puisse intervenir. En ce moment-là, on veut fabriquer un dictateur sans toutefois le Madame croire. Olive, même vous également, Francis Colombo, mais justement, vous êtes hyper sollicité par ce peuple. Mais c'est ce que je suis en train de Et vous aimez ça pour... Ce n'est pas qu'on aime, faute de rien, on est... Non, ce n'est pas qu'on aime, faute de rien, on est obligé de nous impliquer deux fois parce que le système ne marche pas. Justement, la séparation de pouvoir et le système tel que c'est, ça ne fonctionne pas. Voilà pourquoi le bas peuple qui est maltraité, qui est soumis à des sévices, se demande comment il peut faire pour pouvoir s'en sortir. Alors à ce moment-là, il fait appel à l'autorité suprême pour lui demander à ce qu'il puisse lui venir en aide parce que dans toutes les autres étapes, il pense que ceux-là ne peuvent pas résoudre mon problème puisqu'ils ne veulent pas résoudre ce problème-là. Tout vient de la culture. Chacun devant ses responsabilités devait voir. Voilà l'importance du bouquin puisqu'il faut voir comment ça se passe en France pour que nous, ici aussi, en République démocratique du Congo, nous puissions voir comment, puisqu'eux, ils ont 50 ans d'expérience, nous n'avons qu'un. Mais on ne doit pas faire ce qu'on appelle le mimétisme, on ne doit pas copier totalement. Il y a des choses qui peuvent marcher en France, que chez nous, ça ne pourra jamais, mais jamais marcher. Voilà pourquoi il faut que nous puissions nous approprier d'abord notre constitution et nous approprier notre régime politique. Quel est ce régime politique que nous devons avoir pour que nous puissions stabiliser les développements en République démocratique du Congo? C'est ça la vraie question. Parce que vous avez un président de la République élu au suffrage universel direct, qui a une circonscription dans la République démocratique du Congo. Et de l'autre côté, vous l'avez dit, la France n'est pas un modèle. Oui, aujourd'hui, François Hollande est vraiment au plus bas dans les sondages. Et puis, le peuple français reproche à son gouvernement, à son Premier ministre, un certain amateurisme. Ce n'est pas un exemple à copier dans cette approche par les Congolais. Oui, mais ça, critiquer un pouvoir et tout ça, ça c'est donné, mais vous voyez vous-même que ça, c'est les Français qui les disent. Mais lorsque Hollande arrive ici, les gens le prennent pour donneur des leçons que lui connaît, on va même s'agenouiller devant lui et on fait tous les éloges qu'on a besoin de faire. Qui s'est agenouillé devant lui? Vous avez vu les gens de l'opposition. Donc, penser que voilà, il vient pour résoudre tout. Non, lui, il est là pour résoudre le problème des Français, pas le problème des Congolais. Nous, on a un problème à l'Est, mais je mets quiconque à défi. Tous les opposants qui ont été voir Hollande, croyant qu'il peut résoudre le problème en République démocratique du Congo, ne lui ont pas posé le problème de l'Est de la République. Ce qui se passe à l'Est, on tue, on viole, on pille. On a demandé que leur propre positionnement, comment ils doivent faire pour entrer et gérer la chose publique. Ce qui n'est pas digne d'un patriote ou d'un nationaliste. Maintenant, pour revenir là où je suis dans notre livre, oui, c'était une digression importante. Oui, très importante, parce que de temps en temps on analyse, il faut confronter avec la pratique, ce qu'on voit sur le terrain, pour savoir comment on peut évoluer. Mais une chose est certaine, c'est que la vérité, c'est que nous devons nous approprier notre système à nous propres par rapport à notre culture, par rapport à notre mentalité, puisque ce qui arrive, c'est quoi? Vous avez un président élu, vous avez un premier ministre qui n'a pas été élu, qui est nommé au sein de la majorité parlementaire. Mais qu'est-ce qu'il Et vous le dites dans votre livre, je l'ai dit, lui répond. Mais on a connu ici un premier ministre qui reçoit des instructions du directeur du cabinet des chefs de l'État, qui lui écrit même,
qui lui donne des instructions. À ce moment-là, voilà celui qui détient tout le pouvoir, hein, énorme pouvoir. Mais pourquoi il est neutralisé? Parce que devant lui, il y a un chef de l'État qui a été choisi sur base d'un programme qui a sillonné. Et son programme doit être mis en œuvre par un Premier ministre qui, s'il a la majorité au sein de l'Assemblée nationale, est quelqu'un de son obédience, mais qui doit répondre, mais le président ne répond pas. Alors, comment expliquer justement ce contraste, un président élu au suffrage universel qui est incompétent, c'est-à-dire qui ne répond pas directement devant le Parlement, Oui. qui est justement l'émanation du peuple? C'est-à-dire incompétent, ce n'est pas qu'incompétent scientifiquement autre, mais il n'a pas de compte à rendre directement au Parlement. Mais c'est plutôt le Premier ministre, chef du gouvernement. Comment expliquer ça? Est-ce que c'est un bon système? Non, c'est ça la dichotomie justement par rapport à la République démocratique du Congo. Puisqu'on élit un président de la République sur base d'un programme et les gens attendent de lui un résultat. Or, qu'est-ce qui arrive quand le président, 5 ans après, lorsqu'on va lui dire « mais vous nous avez promis un stade ». Vous nous avez promis un pont et ça n'a pas été réalisé, il va se retourner. Mais monsieur le Premier ministre, sur base de votre programme, il fallait le faire. Alors que maintenant, on doit sanctionner le Premier ministre, pas lui le président de la République. Voilà pourquoi je pense qu'il faut que les responsabilités puissent être établies. Il faut que le président de la République qui a été élu, prenons l'exemple de 2006 en République démocratique du Congo, que j'ai décrit bien dans mon livre, quel a été le programme du gouvernement? C'est les 5 chantiers qui devaient être mises en œuvre. Les 5 chantiers, c'est le programme du président de la République, pas du Premier ministre. Mais qui devait répondre devant le Parlement? C'est le Premier ministre. Devant la population, c'est le Premier ministre. Lorsque ça marche, c'est le président. Lorsque ça ne marche pas, c'est le Premier ministre qui doit répondre. Donc, vous voyez que nous sommes dans un système vaut-mieux, si ça dépendait de moi, trouvons un mécanisme pour permettre à ce que le président qui a été élu puisse répondre, puisse s'assumer, et puisse continuer à gérer aussi, puisque quand vous prenez le pouvoir donné au Premier ministre dans notre Constitution, ça dépasse même le pouvoir qu'a le président de la République, alors que lui était élu et l'autre c'est un non-élu qui n'a pas été choisi par la population de la République démocratique du Congo et qui demain, ce n'est pas lui qui reviendra vers le peuple pour pouvoir solliciter un autre mandat, mais c'est le président de la République qui peut revenir et qui risque d'être sanctionné par rapport au choix qui lui a été imposé. Les gens ne doivent pas oublier qu'on choisit le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire, c'est-à-dire ça peut être quelqu'un qui est de son obédience ou qui n'est pas de son obédience, mais 5 ans après, le président doit répondre d'où, voilà l'importance où il doit veiller. Et c'est là où il y a une innovation en République démocratique du Congo, c'est que le programme du gouvernement doit être validé. Le gouvernement, le Premier ministre, élabore son programme en collaboration avec le président de la République. Mais mettez-vous en cas de cohabitation où un président de la République est de gauche, un Premier ministre de droite, il amène un programme et ils doivent élaborer en collaboration et que le président a refusé certaines dispositions et le Premier ministre doit nous ramener à l'Assemblée nationale, là où lui a la majorité. En ce moment-là, il y aura un conflit entre le président de la République et le Premier ministre qui risque de bloquer la machine, puisque le président de la République, en ce moment-là, selon les dispositions constitutionnelles, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale pour se donner une autre majorité, puisqu'il ne peut le faire que lorsqu'il y a conflit entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Or, dans ces cas-là, c'est le président de la République qui est en conflit avec le Premier ministre, donc ça n'a aucun rapport, donc il ne peut pas, puisque même la dissolution est bloquée, contrairement à la France, où la dissolution est libre, ou même lorsqu'il y a un gouvernement qui rentre en fonction, en France c'est libéré, c'est le Premier ministre qui établit le programme du gouvernement et qui peut l'amener, le moment venu, auprès des parlementaires. Voilà. Avant d'évoluer, nous allons justement prendre quelques témoignages sur cet ouvrage, les témoignages des scientifiques et des politiques, bien entendu, sur les régimes politiques congolais et français, l'ouvrage de Francis Colombo Tamboua. Nous allons nous retrouver juste après. Le fleuve Congo-Hôtel a reçu ce jeudi 11 octobre 2012 du beau monde, intellectuels parmi lesquels les professeurs des universités, les chercheurs, l'intelligentsia congolaise, les ambassadeurs, sans oublier les hautes autorités du pays, notamment le président du bureau de l'Assemblée nationale, le président honoraire de la Chambre